Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenter. 13 Mémoire de radio, presente. Tard dans la nuit, ça flambe au casino. Dans l'enfer des mises, le cliquetis des jetons et le crissement des nerfs, les cœurs battent à se rompre les soirs où Citroën lance des bancos vertigineux aux Maharajas enturbanés et où les Dolly Sisters, innocemment, font sauter la banque. Passe, impair, manque, faites vos jeux. L'aventurier des palaces, torpedo gagé et créanciers au basque, tente une dernière fois sa chance. Passe, impair et manque, rien ne va plus. Et demain, une fois encore, sur la grève glaciale, la marée descendante laissera parmi les goémons un cadavre en smoking. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Rendez-vous était pris à la gare de Lyon. Elle est modiste de son état, lui avait quelques rentes. Une petite chevaux qui gaze, une poule assez chouette. La journée s'annonce bien. En route vers Nogent. Nogent, Eldorado du dimanche cher à Marcel Carnet. Paradis poétique de l'accordéon, des frites, des amours de la petite semaine, et d'une allégresse populaire qui, en 1925, ne devait rien encore à une littérature de convention. La journée s'achève. Il faudra ranger sagement les fleurs du souvenir et desserrer les mains qui s'étreignent. À dimanche prochain. Peut-être. Non. Dimanche, on va à Colombes. Les trains impériales bondés déversent sur les stades la grande foule ardente des matchs internationaux. Foule de 1925, fébrile et innombrable, coléreuse et enthousiaste, foule électrique des premiers temps modernes. On se presse pour applaudir Nurmi, le Finlandais à la foulée magique. s'écrase au Veldiv pour le spectacle populaire et mondain des 6 jours.
Avec Dranem, le roi du Cafcons, les auditeurs sportifs connaissent l'attente fiévreuse des résultats. Francis Pélissier vient de gagner la course Bordeaux-Paris. Soulevés par une énorme popularité, les idoles du cyclisme marquent de leur gloire et de leur souffrance la grande épopée des années 20. Le Tour de France est parti. Reine du tennis, Suzanne Lenglen, en présence de la famille royale d'Angleterre, joue contre Gustave de Suède. Mais régulièrement, depuis 6 ans, elle remporte la Coupe du simple dame à Wimbledon. La silhouette et le style Lenglen font fureur. Le 8 septembre 1927, une nouvelle stupéfie le monde sportif. La France remporte la Coupe Davis. C'est le triomphe de Borotra, Cochet, Lacoste. Les 3 mousquetaires accèdent tout à coup à la célébrité. En ces années glorieuses, le public découvre des étoiles de première grandeur. Jules Ladoumègue, recordman mondial du 1500 mètres. Charles Régoulot, l'homme le plus fort du monde. Criqui, le pâle bellevillois, champion du monde des poids plumes en 1923. Jack Dempsey, vainqueur du match du siècle qui fit trembler l'Amérique et la France. Et surtout, Georges Carpentier. Malgré sa défaite de 1921, il est au sommet de sa popularité. Cependant, un homme monte sur le ring et relève le gant. Maurice Chevalier. Désert du Cafcons au chant glorieux du muscle, la douloureuse rançon de la célébrité ouvre une route semée d'étoiles. Mais le patrimoine national s'est enrichi d'une silhouette désormais légendaire. C'est l'époque des grands succès. Chevalier chante Valentine, Mistinguett lui répond en murmurant « Mon homme ». Miss, enfant chéri de Paris qui lui pardonne ses extravagances, arbore à présent une tenue qui fait fureur, le costume en veau morné. Après 1925, le music hall a définitivement conquis droit de cité, détrônant à jamais le vieux Cafcons essoufflé. Dans les temples nouveaux ruisselants de lumière, dans l'éclat des strass et le froissement des plumes, des déesses provocantes et des sirènes sans écailles allument une curieuse flamme dans le regard des messieurs solitaires. L'équivoque ambiance des promenoirs règne alors sur la nuit de Paris. La revue à grand spectacle triomphe lorsqu'en 1925, la bombe Joséphine Baker explose au théâtre des Champs-Élysées qui affiche la Revue Nègre. C'est l'époque également où le casino de Paris devient une valeur sûre et où Cécile Sorel, inlassablement, commence à descendre des escaliers monumentaux. Jaillis du creuset brûlant de ces années de fièvre, les gloires, les vocations, les talents et les mythes se fondent et se forgent dans l'enfer nocturne des métropoles géantes. Au fronton majestueux des cinémas cathédrales scintillent les rêves délirants du star system, noms et visages de légendes qui font rire ou pleurer dans la communion mystérieuse des salles obscures. Harold Lloyd, Patti, Jackie Cogan, le Kid,
Ivan Mosjoukine, l'inoubliable Michel Strogoff. Rudolf Valentino, Dieu incarné. À 31 ans, il est au sommet de la gloire. Et brusquement, un grand silence angoissé s'abat sur Broadway. Rudolf Valentino meurt en 1926, foudroyé par une péritonite. L'émeute du désespoir gronde dans le centre de New York. Terrassée par la douleur, couverte de crêpes noires, Paula Negri dirige ostensiblement le deuil. 90 000 femmes en larmes défileront devant le corps de Valentino, des centaines s'évanouiront, plusieurs se suicideront, en portant pieusement l'image de celui qui sut être l'incomparable Tchèque. Au chant lyrique du monde moderne, le cinéma, encore muet, apporte sa fantastique vision déformante. Travelling, panoramique, la caméra bouge, vole, plonge et se redresse. Tandis que Brigitte Helm et Alcover tournaient l'argent sous la direction de Marcel L'Herbier, une machinerie énorme se met en mouvement. Le cinéma, art et industrie, emporte le spectateur dans des mouvements vertigineux, lui impose des perspectives déconcertantes. Sous des praticables immenses, dans des décors éphémères et gigantesques, du caméraman audacieux de Lee Sisters déchaîné, tout obéit au metteur en scène, magicien prestigieux du 7e art. L'œil impassible de la caméra scrute aussi un monde fait à sa mesure, violent et souvent puéril. Un univers factice et périlleux fait frémir les adultes et réjouit les enfants. Mais durant les années 20, une race d'hommes audacieux s'est créée, celle des chasseurs d'images, des paysages élégants aux lointains confins de la Sibérie, des incendies d'entrepôts qui dévastent les villes au brasier des révolutions. Les reporters sont partout. Au Groenland pour surprendre Amundsen, à Cherbourg lorsque Charcot, à la barre d'un 3 mâts digne de Jules Verne, part vers la dernière aventure. Au Havre, quand Alain Gerbeau, las de courir les mers attachées à la barre du Firecrest, revient, brisé, à bout de force, pour connaître la gloire. Coiffés du feutre à large bord, vêtus de l'ample raglan, ils étaient là, ces historiens des temps nouveaux, lorsque Fonck, décollant de la côte américaine pour franchir l'Atlantique, écrase son bimoteur sur le terrain de départ. Fonck, heureusement, sortira sain et sauf de l'accident. Ils étaient là, lorsque Pelletier d'Oisy, le célèbre pivolo, rapprochant les continents, s'élançait pour le raid Paris-Tokyo. Ils étaient là encore, lorsque Ningesser, pour la première fois le 6 mai 1927, tente avec Colly la traversée de l'Atlantique d'est en ouest. Dans l'aube incertaine, l'oiseau blanc roule longuement sur l'herbe, décolle lentement, s'élève, prend la direction de l'ouest et se perd pour toujours. Les héros disparus entrent dans la légende d'une époque marquée par la magie de l'aventure et la fascination de l'évasion. Mais souvent, le rêve se désagrège dans la nuit opaque d'un port sinistre, d'où les acteurs misérables d'un éternel opéra de Katsu ne partiront jamais.
La voix bouleversante de Damien domine cet univers réaliste et désespéré, cher à Macorlan et à Carco. Ne connaissant d'autres soucis que de figurer pour autrui la race. De la sorte, je vieillis. La voix bouleversante de Damien domine cet univers réaliste et désespéré, cher à Macorlan et à Carco. Ne connaissant d'autres soucis que de figurer pour autrui la race. De la sorte, je vieillirai, traînant ma charge de regrets atroces. Avant de finir quelques soirs, comme tombent sur le trottoir les roses. C'est le monde des épaves, envoûté par le mirage des contrées inconnues. Fuyant l'orage, les civils européens quittent les concessions internationales et abandonnent Shanghai livré au pillage. « 500 millions d'êtres humains pris dans le tourbillon de la guerre, des exécutions, des famines, cherchent désespérément une issue vers la condition humaine. » André Malraux évoquera plus tard ce drame démesuré. Aux Indes, Gandhi, apôtre mystique de la non-violence, dirige le mouvement de l'indépendance. En 1927, les hindous boycottent les produits anglais. Les partisans de Gandhi opposent alors aux Britanniques une résistance passive, efficace et impressionnante. Et pourtant, à Paris, tandis que bat dans la ville le cœur lumineux de la Tour Eiffel, en cette nuit du 21 mai 1927, les Parisiens veillent et attendent dans la fièvre. Quelques heures auparavant, au petit jour, sur un aérodrome de la côte est des États-Unis, un avion frêle avait été conduit sur l'aire de départ. Un jeune homme timide de 25 ans avait assisté, anxieux, aux derniers préparatifs. À 8 heures précises, Charles Lindbergh montait à bord du Spirit of Saint-Louis, gorgé d'essence, et s'élançait seul, sans radio, au-dessus de l'Atlantique. « 33 heures après, au Bourget, Paris en délire se rue vers le héros d'une des plus grandes aventures humaines. Son retour aux États-Unis fut un triomphe sans précédent.
théâtre plus modeste, les manifestations qui marquent alors la vie politique française n'en sont pas moins chaleureuses. Les officiels déploient une activité fébrile. On félicite, on inspecte, on inaugure, on pioche sans arrêt le sol fécond de la France. Enlisé dans la solennité de l'irisme académique, l'optimisme souriant du président Doumergue sent-il venir des jours moins sereins. Les prophètes ne manquent pas qui sonnent déjà le glas de ces années heureuses. Charles Maurras, leader de l'Action française. Léon Belby, directeur de l'Intransigeant, auquel semble donner raison le déferlement de scandales financiers, où Madame Hannot, femme escroc de génie, se distingue en drainant les économies des épargnants naïfs. Malgré ces remous, le pays se porte bien. Et le soir venu, la vie publique connaît d'heureux prolongements dans les salons un peu particuliers où une clientèle spécialisée vient se délasser des fatigues du forum. Mais en 1928, la Russie lance le premier plan quinquennal. Sur les chantiers du Dnieprstroï, le plus grand barrage du monde, deux hommes encore peu connus passent une inspection. L'un se nomme Bulganin, l'autre Khrouchtchev. Des mots nouveaux apparaissent. Kolkhoz, sovkhoz, tractoriste, stakhanoviste, mots explosifs de l'arsenal lyrique de l'hymne à la production. Sous l'autorité implacable de Staline, la Russie vient de lancer au monde un défi grandiose et dramatique. En France, en 1928, on défonce les montagnes, on soumet les vallées, on discipline les fleuves. Et des Alpes au Massif central, des Gusons à Broma, de la Truyère à Génissia, on met en place la grande infrastructure énergétique de la prospérité. Les chantiers de Saint-Nazaire achèvent la construction d'un nouveau géant des mers. L'île de France va prendre place dans la course au ruban bleu. Le navire mesure 241 mètres de longueur, file 24 nœuds avec 800 hommes d'équipage et 1800 passagers. Les performances techniques sont à la mesure de l'époque. Palais flottant des 1001 nuits, l'île de France assure le prestige légendaire de la French Line. En Allemagne, une organisation civile, les casques d'acier, fait joyeusement retentir fifres, tambourins et bruits de bottes dans les rues de Berlin. La République de Weimar reconstitue patiemment l'armée allemande, la Reichswehr, sous le regard paternel du maréchal von Mackensen, du maréchal von Hindenburg et des observateurs alliés. L'Allemagne a retrouvé sa puissance et sa technique impressionne l'étranger. Lorsque le constructeur Opel met à feu un appareil de sa conception, les spécialistes croient deviner le parti que l'avion de l'avenir pourra tirer de ce nouveau mode de propulsion.
le gigantisme et le colossal s'imposent outre-Rhin. Ainsi apparaît le DOX, fantastique vaisseau des airs, muni de 12 moteurs qui, en 1928, enlèvent 170 passagers. Un nouveau Zeppelin vient d'être construit. Symbolique Gulliver, le monstre captif traîne dans son sillage les ambitions encore mal définies d'une nation qui se cherche. Mais bientôt, le grave Zeppelin franchit l'océan et glisse orgueilleusement au-dessus de Manhattan. Pour le voyageur européen, l'Amérique des années 20 est un monde encore mal connu, fabuleux et terrifiant. Au bruit de la construction des gratte-ciel, au chant nouveau du dollar, de l'acier et du béton, dans l'accélération due au rendement forcené du plan américain, 10 ans après la signature de la paix, la prospérité s'est imposée comme une évidence. Et Babbitt, l'Américain moyen, peut mesurer le chemin parcouru. Les écrivains de la génération perdue, Dos Passos, Fitzgerald, Hemingway, projettent aux yeux du monde l'image dure et violente d'un pays en crise de croissance, brutal comme la jeunesse. Dans les éclats du magnésium, voici qu'apparaît à l'Européen stupéfait Chicago, ville des gangsters, du racket, du Colt et de la Cadillac blindée. Voici le maître incontesté du syndicat du vice et du crime, Al Capone, enfant gâté des procès indulgents. Voici le fauve terrifiant, l'homme de main, Dillinger, le tueur à gages. Mais étaient-ils coupables, ces deux hommes enchaînés, dont un inconcevable climat de passion a fait des criminels? Depuis 7 ans, Sacco et Vanzetti, anarchistes d'origine italienne, attendent l'aube fatale. La vague de protestation qui soulève alors l'opinion mondiale ne parvient pas à les arracher à la mort. Le 24 avril 1927, Sacco et Vanzetti passent sur la chaise électrique. Inquiète de l'invasion étrangère, jalouse de ses richesses, l'Amérique se replie sur elle-même. Et les membres du Ku Klux Klan, chevaliers mystérieux de l'isolationnisme, se proclament défenseurs de la morale et de l'ordre américain. Au lendemain de la guerre, il avait fallu écraser d'autres fléaux. La prohibition avait été instaurée, profitable pour les bootleggers, rassurante pour les puritains. Au contact de l'Europe, pensait-il, le radicalisme, le libertinage et l'alcoolisme pouvaient contaminer une Amérique vertueuse, tournée vers l'effort et la productivité. Ainsi, dans le boom extraordinaire des années 20, certains croient-ils exorciser le démon en sacrifiant ses instruments sur l'autel de la prospérité. Mais soudain, le 24 octobre 1929, une secousse formidable ébranle la bourse de New York. Les cours s'effondrent d'heure en heure, des milliards se dissipent en fumée, des fortunes gigantesques s'écroulent, des banquiers se suicident. Commencée à Wall Street par le krach du jeudi noir, une crise économique sans précédent s'abat sur le monde. Et quand, voulant conjurer la catastrophe, on interroge les oracles, Firestone, Wright, Edison, Schwab, Ford. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.